Bonsoir à toutes et à tous. Semaine après semaine, la situation s'aggrave dans le monde. Faute de sursaut, faute de réaction, faute de volonté politique. Mais surgit progressivement une espérance. Et je voudrais à la fois vous parler ce soir du risque que nous courons et de cette espérance. Mais pour cela, il faut mettre les mains de l'idéal, je dirais, dans le cambouis du réel. Nous sommes face au danger de l'extension de la guerre dans le monde, jusqu'à un conflit de grande puissance. Alors on se réjouit dans les pays occidentaux ce que les armées russes se retirent de Kherson. Mais si elles se retirent de Kherson, c'est pour préparer des bombardements d'artillerie contre les forces ukrainiennes. Et les forces ukrainiennes, elles se préparent à s'en prendre aux russophones de la région des quatre oblasts qui sont pour s'associer étroitement à la Russie ou proclamer une indépendance. Donc, de toute façon, cette guerre continue et elle est terrible. Et elle est d'autant plus terrible que Européens et Américains, nous sommes prêts à mourir jusqu'au dernier des Ukrainiens. C'est-à-dire, c'est un peuple que l'on voue au sacrifice au nom d'une idéologie et d'intérêts financiers qui sont ceux d'un camp occidental qui a voulu s'étendre de plus en plus vers l'Est, et cela a été avoué par Condoleezza Rice à l'époque, lorsqu'elle a repoussé les offres de la France, qui étaient pour créer un système de sécurité et de stabilité en Europe avec la Russie. Donc nous sommes dans ce risque parce que la matrice d'un conflit mondial est toujours là. Et il y a dans cette matrice, évidemment, car c'est en quelque sorte une seule et même chose, le danger de l'extension du chaos économique et de l'austérité sociale qui l'accompagne. Les pouvoirs en place sont incapables, dans les pays occidentaux, de traiter les problèmes réels pour y apporter une solution. Partout, il y a donc une extrême urgence, non seulement de combattre la guerre, mais d'apporter les éléments de la paix. Car combattre la guerre ne suffit pas, il faut établir les éléments par lesquels on peut s'entendre, entre amis et ennemis à un certain niveau, pour un niveau supérieur, définir un intérêt mutuel. C'est notre mission, c'est notre bataille à solidarité et progrès, tant dans le monde qu'à l'intérieur de notre pays. Les élections américaines du mid-term, les problèmes réels n'y ont pas été discutés, les risques réels n'y ont pas été débattus. Joe Biden et Donald Trump annoncent qu'ils seront tous deux de nouveau candidats aux élections présidentielles. Ce qui est presque, je dirais, si vous voulez le dire dans les termes, disons, de ce qu'on voit aujourd'hui sur les écrans, ce qui est presque un film d'horreur. Alors, les voilà tous deux voulant être candidats. Ceux qui substitueraient à eux sont encore pires. DeSantis en Floride, c'est une torte de Trump qui aurait fait un brushing. Donc, c'est une situation aux États-Unis qui nous mène tout droit au pire, sauf une réaction, avec une Amérique divisée, chacun étant dans une fuite en avant, et un déni absolu de réalité. Pas de grands projets préparés, pas de grands projets présentés, et en perspective, ce qu'on voit, c'est une prolifération d'enquêtes parlementaires, la petitesse. Avant, la majorité républicaine s'efforcera sans doute de faire arrêter l'enquête sur l'invasion du Capitole du 6 janvier d'il y a 2 ans. Et elle essaiera de faire des commissions d'enquête sur l'Afghanistan, sur les affaires de corruption contre le fils Biden, contre Hunter Biden, etc., etc. Donc, aucun grand dessein, aucun sujet correspondant aux défis de l'époque. Bref, un système corrompu ne conserve
dans ce système d'investissement qu'en dollars et prioritairement, directement ou indirectement, pour les immenses dépenses militaires du Pentagone qui sont supérieures à celles des 11 pays suivants, plus de 3 fois celles de la Chine, plusieurs fois supérieures à celles de la Russie et à la nôtre. Donc il faut dire les choses comme elles sont. Le complexe militaro-industriel, associé aux financiers, associé aux médias, associé à tous les organes de réflexion, ce qu'on appelle les think tanks, associé au monde universitaire, il est aux États-Unis. Mais ce n'est pas les États-Unis. C'est un système qui occupe financièrement et idéologiquement les États-Unis. C'est le système anglo-américain, impérial par sa nature. Et le paradoxe, c'est que les États-Unis, qui se sont battus pour se dégager de l'emprise de l'impérialisme anglais à leur indépendance, y sombrent maintenant et le représentent, disons, je dirais, avec la City et Wall Street unis dans cette politique-là. Alors, dans notre politique nationale, nous-mêmes en France, nous ne jouons pas nos atouts. On laisse sombrer le nucléaire, on laisse sombrer notre politique sociale, on se prépare à nationaliser EDF et l'électricité de France pour la démembrer. Et à l'international, nous avons une occasion extraordinaire, qui est une occasion d'être une France médiatrice, une France inspiratrice. Nous ne jouons aucun de nos atouts, nous nous soumettons. Et, disons, les rodomontades ou les apparences, d'être sûr de lui-même de Macron ne masquent que la soumission. Une soumission aux intérêts qui ont permis qu'il rentre, comme il a dit lui-même, à la présidence par effraction, et qu'il y reste maintenant par défaut. Alors, la guerre des blocs a déjà commencé. La guerre, de fait, a déjà commencé, engendrée par cet environnement international de violence financière qui porte en elle la guerre. Nous en sommes en effet arrivés au point où l'émission de fausses monnaies, sans équipement de l'homme, sans équipement de la nature, simplement dans un but que l'on dira productiviste, c'est un mot qui est faux, c'est dans un but prédateur financier, destructeur. Cette politique-là, sans développement de la production, sans équipement, a produit l'inflation destructrice que nous connaissons. Une dette, la dette des gens en place, ces bulles financières, qui peut être remboursée, de leur point de vue, que par l'inflation, en ruinant ceux qui ont des revenus fixes, ceux qui ont épargné, qui ont un intérêt commun à résister à ce pouvoir-là. Dans ce contexte, l'oligarchie financière et la Réserve fédérale américaine, pillent le monde, provoquant maintenant volontairement une récession par l'inflation qui permettra donc de traiter la dette qui est contractée par le système en espérant d'éteindre la dette et en même temps, par un dollar fort avec des taux d'intérêt élevés, attirer l'argent vers le système, je dirais, dollar, soi-disant américain, mais qui est un dollar financier à l'échelle du monde, des pouvoirs qui occupent toutes les nations, y compris les États-Unis eux-mêmes. Il faut bien le comprendre. C'est pas pour exonérer le gouvernement américain que je le dis, c'est au contraire pour l'assurer de trahir, pour l'accuser de trahir son propre peuple. Donc, cette politique d'un dollar fort se fait au détriment des pays émergents. Comme le dollar est fort, il y a des refuges, des intérêts vers ce dollar fort. Et il vise à détruire toute autorité nationale. La Chine, la Russie et, comme je l'ai dit, les États-Unis eux-mêmes en tant que nation. Cette politique-là est antinationale par essence et mondialiste, financière, destructrice. Ce n'est pas une politique mondiale de développement mutuel qui, elle, est souhaitable. C'est une politique mondiale pour la destruction des nations. Alors, la première victime, c'est nous. C'est une Europe qui laisse faire et une France qui se soumet. Heureusement, un pôle eurasiatique et aussi maintenant latino-américain
avec l'appui de plus en plus de pays africains, heureusement, il se met en place. Et il faut le souhaiter, parce que ce ne doit pas être contre nous, ce doit être dans l'intérêt de tous. C'est la dédollarisation organisée par la Chine et l'Union économique eurasienne, où la Russie joue le rôle fondamental. En particulier, c'est la politique de Sergueï Glaziev et des pays qui s'entendent avec lui, même l'Arabie saoudite, même l'Indonésie aujourd'hui, et maintenant l'Algérie. Donc tous ces pays que le système dollar détruit et qui forment un front de résistance qui n'est pas un front pour la guerre, mais un front pour exister et un front pour coopérer dans un développement, quels que soient les régimes qui sont en place. Le danger est qu'il se forme donc un bloc de ces pays et une logique de bloc contre bloc dans lequel la France se laisse entraîner, alors qu'elle aurait, par rapport à elle-même, par rapport à l'Europe, par rapport à l'ensemble des pays du monde, un rôle fondamental à jouer, un rôle de référence, un rôle de catalyseur, un rôle d'organisateur, de médiateur, quel pourrait être ce que le général de Gaulle entendait faire en son temps dans sa politique internationale, et qui était fort bien compris par des gens même qui lui étaient opposés au Parti communiste. Donc voilà cette politique-là qui est nécessaire. Alors, si on nous fait peur avec Poutine, on nous fait peur avec Xi Jinping, ce n'est pas pour créer ou essayer d'analyser ce qu'est une vérité. C'est pour que nous continuions contre la politique de la Chine, contre la politique de la Russie, contre les pays du Sud, des pays du Sud dans le monde, que nous continuions à nous autodétruire en nous soumettant à la politique de la City de Londres, de Wall Street et de tous ceux qui les suivent, et évidemment chez nous, de la bureaucratie bruxelloise qui est associée à cet ordre. Vous savez, j'ai toujours dit qu'il y a 4 vices aujourd'hui. Il y a un vice financier, le court terme, la cupidité, le gain immédiat, celui de l'oligarchie, et le pouvoir. Le malthusianisme, on n'est pas capable de créer une capacité d'accueil supérieure parce qu'on ne produit pas réellement. L'Europe, les États-Unis ne sont plus en mesure de produire. Donc on est malthusien et on dit qu'il faut réduire la population. Le vice suivant, évidemment, c'est la géopolitique. Un vainqueur qui essaye de rafler le maximum de la mise, si ce n'est toute la mise, c'est la politique de l'oligarchie européenne, c'est pas un développement mutuel de l'oligarchie européenne, de l'oligarchie américaine, c'est une politique de coloniale impériale aux nouvelles couleurs de ce que j'ai appelé un fascisme financier, ce que d'autres, comme Mikhail Ladin aux États-Unis, ont appelé un fascisme universel. Et c'est bien cela qui est mis en place, c'est cela qui était la vision de Zbigniew Brzezinski, par exemple, ou d'Henry Kissinger, qui même eux, aujourd'hui, sont inquiets de la façon dont ça se fait. Parce qu'ils disent, oh là là, on est très brutal, il faudrait agir plus par manipulation, par impression, par idéologie. Donc on en est là, avec ce risque de guerre absolument immédiat, parce qu'on pense ni au bien commun, ni aux générations futures. C'est ce que nous avons, c'est la politique de notre Institut Schiller, de cette paix par le développement mutuel aujourd'hui. Donc, pour soutenir cette indispensable sortie de crise par le haut, et sortir du risque de guerre, nous devons construire en France un bloc populaire pour la paix, pour cette paix dans le développement mutuel dans le monde et à l'intérieur de notre propre pays. Il y a une cohérence entre les deux qui est nécessaire, qui est indispensable. Je ne vois aucun parti politique le développer dans ce sens. Et nous devons agir en sorte que cela arrive. C'est notre défi. Plus de 2/3, et même les 3/4 des Français et des Françaises, adhèrent à cette perspective. Écarter les coupables de la guerre par une politique de paix fondée sur la sécurité commune et le développement des peuples, avec cette idée d'un développement mutuel. Cette idée qu'on ne peut pas se développer si on ne développe pas l'autre. C'était la politique du traité de Westphalie, qu'on appelait l'avantage d'autrui, en espérant qu'en donnant
l'avantage à autrui sans arrière-pensée, autrui allait nous le rendre. Et c'était inscrit dans certaines constitutions françaises qui ont été celles de 1793, celles de 1795 aussi, et évidemment toute la partie sociale du préambule de notre Constitution, qui devrait être valable et pour la France et pour le monde, à titre exemplaire. Vous savez, je suis partisan de la lecture tous les 14 juillet par les maires de ce préambule de notre Constitution, et les gens s'apercevraient quel but se fixe la République, ce sur quoi elle repose, et comment aujourd'hui on la trahit. Et donnerait l'ambition de ne plus la trahir, mais de faire en sorte que tous puissent y trouver un avenir pour eux-mêmes, pour le bien commun et pour leurs enfants. Alors, nous devons expliquer pour cela, évidemment, d'où vient le mal contre lequel l'on doit s'unir. Malheureusement, le pouvoir existant divise. Il divise pour régner. Et son opposition, à l'Assemblée nationale ou ailleurs, tombe dans le piège. Les députés urbains maltraités, ou les diplômés plutôt urbains maltraités, les enseignants mal payés, les banlieues abandonnées, les travailleurs dans tout le pays, le monde rural, tout cela a un intérêt commun, un même intérêt, opposé aux forces de cette oligarchie financière. Eh bien, on divise ce travail humain. Et à l'Assemblée nationale, on voit s'exprimer ces divisions qui rendent la constitution d'un bloc populaire impossible. L'Assemblée nationale est l'exemple de cette division. Elle représente évidemment ce potentiel d'électorat, d'électeurs, de votants populaires. Et elle est divisée en idéologues de tous les camps. Elle est divisée en idéologues de tous les camps. Disons-le crûment, le RN, le Rassemblement national, triche en culpabilisant les immigrés, et la dérive identitaire de M. Bardella fait partie de cela. C'est inscrit dans les gènes, quelles que soient les intentions des uns et des autres au Rassemblement national, elle est inscrite dans les gènes. C'est un fait. Et la NUPS triche, elle aussi, en se basant sur la victimisation, sans susciter une vraie force du travail humain, une vraie politique du travail humain. Et il y a les abstentionnistes, et il y a ceux qui ont voté Macron malgré eux. Cela fait une force globale des 2/3, des 3/4 des Français, mais qui n'a pas de représentation politique. D'où ce que j'ai dit, Macron par défaut, et cette Assemblée nationale, parce qu'on a fait confiance au niveau local de tel ou tel qui représente un sérieux dans le travail quotidien, et quelle que soit son opinion, on vote pour lui. Certains dirigeants de gauche ont été élus à l'Assemblée nationale, bien que l'électorat ait voté au second tour pour Marine Le Pen. Donc c'est là qu'il y a ces paradoxes qui se font jour, qui apparaissent, et qui sont, en fin de compte, quelque chose qui crée le trouble, qui crée la division. Et dans la division, on s'attache aux personnes, on s'attache aux femmes, on s'attache aux hommes qu'on pense représenter quelque chose. Et on perd le sens de l'idée et le sens du combat, et le sens dans lequel on doit orienter les choses, y compris dans notre éducation nationale. Alors, ce bloc populaire, c'est ce travail pour qu'il apparaisse, pour qu'il se développe, par-delà ce qui aujourd'hui prétendent le représenter. C'est ce que nous tentons de faire avec nos cercles citoyens. C'est une unité qui est faite, un accord, de combattre l'oligarchie financière d'abord, comme cause première, parce que c'est la cause première de la crise et du danger de guerre que nous subissons tous dans le monde. Donc combattre l'oligarchie financière, une unité, mais dans la diversité, et avec l'idée, dans cette diversité, de combattre aussi l'asservissement par la dette, et de dire assez. On ne peut pas remplacer le pouvoir d'achat des salaires par une dette qui permet encore de consommer, mais qui étrangle, qui détruit. Donc voilà sur quoi nous voulons engager la réflexion, et que nous l'avons déjà engagée dans certaines régions de France, avec ces cercles citoyens, en France et à l'international,
avec l'Institut Schiller pour la paix dans le monde, pour le développement mutuel, et en même temps avec des maires qui savent ce qui se passe dans le pays, plus que tous, parce qu'ils sont directement en contact avec leurs électeurs. Pour des maires qui ne sont pas corrompus par les différentes combines politiciennes. Avec ces maires, créer en France un mouvement en profondeur dans tout le pays. Un sursaut. Ça s'appelle la participation du peuple à la prise de décision. On parle beaucoup de participation, certains, mais ça n'a été, en 1980-83, on en parlait beaucoup, ça n'a été que des élites dans le public, nationalisées, étatisées plutôt, qui ont remplacé les élites du privé, sans participation du peuple. Ce qu'il faut, c'est cette participation du peuple pour pouvoir bâtir la politique qui est nécessaire à notre pays et nécessaire au rôle que notre pays doit jouer dans le monde. La participation au pouvoir, à l'exercice du pouvoir. Pour cela, contre les vices financiers, malthusiens, géopolitiques et bureaucratiques, qui sont tous destructeurs, la bureaucratie étant, comme à Bruxelles, les serviteurs de l'oligarchie financière. C'est à ça que servent les bureaucrates. Nous devons unir les forces du travail et de la production réelle. Alors certains diront, vaste programme, c'est impossible, les différentes forces sont divisées, elles ont des origines sociales différentes, ce n'est pas possible. Eh bien, je suis convaincu que dans une période de crise, très vite, et c'est ce qu'on appelle le sursaut, peut se produire cette union, qu'on doit la favoriser. Alors jusqu'à présent, notre travail était un très long marathon. Maintenant, on doit piquer un 100 mètres. Et ce 100 mètres doit être celui qui permet d'organiser ses forces par-delà ce qui les sépare. Par-delà ce qui les sépare généralement de l'extérieur, parce que l'intérieur, elles sont toutes prêtes à cette entente. Donc, c'est, comme le disait Jaurès, par rapport au national et international, c'est quelque chose que beaucoup d'internationales, comme nous le faisons, rapprochent de cette union à l'intérieur de la France, alors qu'un peu d'international en éloignerait. Donc, c'est la cohérence entre cet international et ce national qui est à l'international le nouveau Bretton Woods que nous proposons, un nouvel ordre financier et monétaire international orienté vers ce qui est nécessaire à l'être humain, l'industrie, l'agriculture, le développement, l'écologie réellement humaine, pas l'écologie dévoyée, un développement mutuel, et en même temps, à l'intérieur de la France, ce même développement mutuel et cette même vision du futur, bien commun, génération future. Alors, évidemment, c'est une volonté politique qu'il faut. Et cette volonté politique, c'est une volonté qui ne peut s'inscrire que dans le cadre de la nation. D'où le souverainisme. Mais un souverainisme qui ne soit pas un souverainisme, disons, de simple protection, qui soit un souverainisme exemplaire. Et là, je veux vous dire une chose sur cela, qui est essentielle. L'identitaire, c'est le contraire du souverainisme. Parce que l'identitaire, c'est un recul réactionnaire. Alors que le souverainisme, c'est une volonté politique de bâtir le futur. Et je crois que c'est une chose fondamentale à comprendre aujourd'hui, où on tend à immiscer l'identitaire dans le souverain, ou alors d'opposer le souverain au mondial. Eh bien non, c'est contre le mondialisme financier, contre le retrait derrière une ligne Maginot, qu'il faut bâtir, avec des nations, dans une période longue mais progressive, ce que Victor Hugo avait pressenti sous le nom de République universelle. Et c'est ce travail-là que nous devons accomplir. Alors, comment y sensibiliser les Français ? Il faut s'unir au niveau des régions, des départements, je dirais même des communes, et pas se laisser attirer par le pouvoir de Paris tel qu'il est. Se laisser attirer par le pouvoir à Paris tel qu'il est, comme l'ont fait les Gilets jaunes, c'est se condamner à la défaite, à la manipulation, à, je dirais, la violence induite et provoquée. Alors que organiser toute une réflexion en vue d'une action politique, bien entendu,
à l'intérieur de toute la France, partout. C'était l'esprit des ronds-points des Gilets jaunes, mais faire cet esprit en fonction d'un projet politique et pas simplement de manifester son mécontentement, sa tristesse ou sa colère. C'est quelque chose qu'on doit fonder. Et il faut refonder notre pays précisément avec cela. Alors en montrant bien les sujets fondamentaux, ceux qui ne sont pas vraiment traités à l'Assemblée nationale. On mentionne le nom, mais on biaise. L'éducation, par exemple. Notre éducation, elle est orientée vers un système qu'on appelle la direction participative par objectif, ou la participation de l'élève. Mais ce n'est pas du tout vrai. On ne donne plus les instruments d'un savoir, on donne des compétences. Et ces compétences font qu'on est inséré dans un ordre social dans lequel certains savent, dès le départ, 40% des jeunes, qu'il ne s'est pas fait pour eux. D'où ce délaissement de l'éducation, une éducation qui ne correspond plus à élever à la dignité d'homme tout individu de l'espèce humaine. C'est ça le pari de notre éducation, le meilleur de notre pays. Le logement. Le logement, c'est un logement en France qui n'est pas à la hauteur de ce qui est nécessaire. C'est un logement, pas assez de logements sociaux, bien entendu, mais on dépouille les HLM de ce qu'ils ont. On crée une orientation vers un logement qui n'est pas un logement pour tous, mais qui n'est pas un logement qui soit réellement financé pour permettre aux gens de trouver un travail là où il y a un logement. Les gens qui perdent leur boulot, mais qui ont un logement. Bien, ailleurs, s'ils veulent trouver du boulot, le logement coûtera 2 ou 3 fois plus cher. Ils ne peuvent plus se déplacer. On est ce qu'appellent les sociologues l'assignation à résidence. Il faut sortir de cela. Et si il y a cela dans l'éducation, et s'il y a cela dans la politique de logement, c'est en raison de cette crise internationale transmise à l'intérieur de la France et qu'on éprouve dans sa vie quotidienne. Et il faut montrer que ce changement dans la vie internationale part de ce qu'on éprouve dans la vie quotidienne, qui sont les conséquences, et qu'il faut aller aussi haut que l'on peut pour changer. Il faut le faire à la base, il faut le faire au niveau où on est, local. Puis quand on voit que ça bloque, aller à un niveau plus élevé, au niveau, je dirais, du département, de la région, puis un niveau plus élevé au niveau de la France, puis un niveau plus élevé au niveau de l'Europe internationale. Et je pense que c'est de cette façon-là que nous devons agir pour redonner un sens et une valeur au travail humain. Parce que le travail humain, c'est ce qui est essentiel dans une société. Et ce n'est pas un travail qui est un travail forcé ou un travail qui semble être, comme le disent certains, les bullshit jobs, le travail de merde. Ça doit être un travail qui satisfait. On a l'idée qu'on fait quelque chose d'utile pour les générations futures. Et beaucoup de gens ne voteraient pas de la façon dont ils votent aujourd'hui, pour des extrémistes, s'il y avait cette conception du travail, cette conception extrême du travail et de ce que représente le travail, contre les extrémismes idéologiques qui dévient de cette conception du travail. Alors c'est un travail, évidemment, qui est un travail qui n'est pas un travail où on s'insère dans quelque chose, on obéit, et puis voilà. C'est un travail qui permet de développer quelque chose qui paraît utile à la société. Or aujourd'hui, très souvent, on ne peut pas, parce qu'on est réduit à un pion dans un échiquier, comme ces caristes qui ont des écouteurs aux oreilles dans lesquels on leur transmet quoi faire, par des algorithmes souvent d'intelligence artificielle. Non, on veut un travail où chacun est responsable, où chacun peut penser et réfléchir au sens du travail qu'il effectue. D'où éducation, logement, travail, c'est là que se trouvent les éléments qui nous permettent de rétablir, et puis ce sur quoi notre identité, la vraie, a été fondée. Alors, la vraie identité, qu'est-ce que c'est ? C'est la République en France. C'est la République au sens profond du terme. C'est-à-dire un système où tout homme est reçu avec un beau visage. C'est évidemment, parlons maintenant du judéo-christianisme, et en particulier du judaïsme, c'est très important, parce que ce que disait, par exemple, le prophète Isaïe dans le judaïsme, on parle tellement du judaïsme, on ne parle pas de ça, que l'homme devrait avoir le droit, tout citoyen, de manger à sa faim, de couvrir son corps décemment et de bénéficier d'un logement. On n'y est pas.
Donc il faut revenir à ces principes-là. Et par rapport à ces principes, on disait que les donner ou faire en sorte que le peuple reçoive cette capacité, que c'est son droit, eh bien c'est supérieur au remboursement des dettes. Et dans ces principes de base du judaïsme, tous les 7 ans, qui était l'année du repos de la terre, les dettes pouvaient être annulées, ce qui permettait aux plus démunis de pouvoir repartir dans la vie économique. Alors quand on parle d'annulation des dettes, on parle quelque chose qui est un principe du judéo-christianisme et qui va beaucoup plus loin encore, puisque le principe du Lévitique interdisait une vente de la terre et rendait le retour de la terre à d'autres possible si la terre était mal cultivée. C'était tous les 50 ans. Donc on revoyait les choses par rapport à un destin qui était collectif d'un peuple. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'il faut faire, mais cette fois au niveau international, et pour redonner ce sens d'une société dans laquelle on se sent respecté. On se sent respecté parce que non seulement ses besoins principaux sont satisfaits, mais parce que le meilleur de soi-même pour les générations futures se trouve mobilisé par-delà tout ce qui est une vie avec des critères de monnaie ou de finance qui, elles, doivent être soumises, ces critères doivent être soumis au développement économique. Alors que voyons-nous en France? Allez, un petit coup d'œil sur la vie politique française. On voit Macron, qui est le résultat, comme je l'ai dit, d'une entrée en politique par effraction organisée par des bandits financiers, par cette oligarchie, puis maintenant qui se trouve là par défaut parce qu'une autre candidature n'a pas été suffisamment crédible. Et on voit, pour le futur, peut-être pire encore, Darmanin et Le Maire, les frères ennemis, se battre au sein de cette Macronie, avec Le Maire qui dit « c'est moi le pôle d'idées », et qui voulait mettre la Russie à genoux, alors que c'est complètement impossible, qui n'en a pas les capacités. Donc c'est quelqu'un, au mieux, qui s'est gonflé les baskets, comme on dit, et au pire, c'est un irresponsable. Et Darmanin, qui lui dit « Dans mon contrat de travail, il n'est pas marqué que je ne dois pas sortir du champ de mon ministère. D'ailleurs, je suis quelqu'un de gauche. » Il a osé le dire. Donc, on a des choses qui sont vraiment des gens qui, en plus, sont des migrants politiques quasi permanents. Ils sont passés de l'UMP aux Républicains. Maintenant, ils sont avec Macron. C'est un monde dans lequel il n'y a pas de perspective et dans lequel on évolue selon les circonstances. Au Rassemblement national, Bardella, il se défend de toute tentation radicale. Hein. Mais voilà déjà les gens qui avaient une ligne plus sociale, comme Steve Briouat et Bild au Rassemblement national, qui disent non, c'est un identitaire. Alors non, dit Bardella, je suis l'ami de Marine Le Pen, je suis... Mais non, le directeur adjoint de cabinet de Jordan Bardella, c'est Pierre Romain Thionnet, qui est par ailleurs son assistant parlementaire, et qui était tout à fait avec les connus pour avoir été à la cocarde étudiante, un syndicat étudiant qui défendait la ligne d'union de droite de Zemmour. Donc on est dans l'identitaire, je pourrais citer beaucoup d'autres noms. Mais surtout, il pensait désigner comme porte-parole Grégoire de Fournas, dont on a vu le comportement à l'Assemblée nationale, qui révèle, même si les choses ont été exploitées, mais révèle en tout cas dans son cas, une obsession anti-immigrée, qui a été celle de toute sa vie, et évidemment Bardella allait le nommer son porte-parole. Donc il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. On promeut Gilles Penel comme directeur général du RN. Alors évidemment, il est plutôt très marqué avec des groupuscules racialistes dans le passé, Terre et Peuple, etc., etc. Donc voilà le Rassemblement national qui avait cherché à créer une illusion, et voilà que, évidemment, ce n'est pas le cas. Et dans la NUPS, on voit quelqu'un, et je ne prends qu'un exemple, Éric Coquerel, qui s'est fait élire à la tête de la commission des finances de l'Assemblée nationale, puisqu'on élit quelqu'un de l'opposition, et Éric Coquerel qui proclame son estime pour la compétence de Bruno Le Maire. Alors tout est dit. Hein. Quand on en arrive là, c'est comme quand Jean-Luc Mélenchon
se proclame l'héritier spirituel de François Mitterrand, qui est l'homme qui a trahi la gauche au profit de cette oligarchie financière en l'appelant Europe, une fausse Europe, l'Union européenne qui est une fausse Europe, et qui en plus a été dans sa vie décoré de la Francisque, et qui a pratiqué pendant la guerre d'Algérie l'approbation de la peine de mort par la guillotine contre ceux qui se rebellaient. Donc on a une incohérence, c'est ce que je veux parler. Je ne veux pas mettre l'accent sur quelqu'un, mais je veux mettre l'accent sur cette incohérence globale et cette incapacité de représenter ces forces latentes en France. Alors, quelque chose de plus intéressant. Je ne suis pas là pour faire sa propagande. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut un homme providentiel. Mais ce qu'on voit surgir autour de la parole d'un François Ruffin est plus intéressant dans ce sens qu'il dit qu'il faut revenir à un parti du travail, à une France du travail, et plus une France où on unit des sensibilités, des minorités, et où on cherche à faire quelque chose où on est punitif et pas créateur. Il veut cette politique du travail, ce qui me semble intéressant, et aussi il a amené l'idée d'un retour à la France, je dirais, qui était celle de Léo Lagrange pendant le Front populaire, et d'Ambroise Croizat à la Libération, c'est-à-dire celle du Conseil, la politique du Conseil national de la résistance. Et il ajoute que, évidemment, ça ne veut pas dire que l'État fait tout et qu'on doit tout nationaliser. Non, dit-il, Roosevelt, en 1942, n'avait pas nationalisé. En revanche, il avait canalisé les énergies, les capitaux, la main-d'œuvre, les savoir-faire vers des priorités qui étaient les priorités de la guerre. Et bien maintenant, c'est ce que nous avons toujours dit nous-mêmes, il faut faire pour une politique de paix, il faut mobiliser les mêmes énergies qu'on a mobilisées pour la guerre au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et cette paix doit être faite par le développement mutuel et en créant une volonté de mettre la société orientée vers cela, avec un fourmillement d'initiatives de développement dans tout le pays. C'est ce que nous avons entrepris dans ces cercles citoyens avec les Gilets jaunes, et c'est ce que nous avons entrepris avec Solidarité et Progrès comme instrument politique de réflexion et de présentation de candidatures aux élections. Je pense que si on sème une graine, et nous ne sommes en nombre qu'une graine, mais cette graine a la puissance de germer et de développer. Et vous devez être ce qui nous aide à arroser pour qu'elle surgisse. J'ai été personnellement très choqué d'apprendre que Éric Zemmour avait eu environ 130 000 adhérents et qu'au moins 100 000 avaient donné 50 € chacun. Si les Français ont été capables de faire ça pour une candidature qui fausse les choses, qui était une fausse candidature, sans doute téléguidée ou plus ou moins téléguidée par des gens à l'Élysée, que si les Français ont été capables de faire ça et ne sont pas capables d'entretenir notre mouvement, qui est un mouvement à la fois international et national et qui vise à redonner son véritable rôle à la France, une France qui doit au monde et qui lui donne, et une France auquel le monde doit donner et que la France doit assimiler dans son développement. Si on n'est pas capable de penser ça et que chaque, comme nous disons dans notre journal, Nouvelle Solidarité, auquel vous devriez vous abonner pour comprendre ce qui se passe dans le monde, je l'ai montré au cours de mon intervention précédente, enfin celle d'avant, pour que chaque homme puisse accéder à l'espèce humaine, pour redonner la dignité d'homme à tout individu de l'espèce humaine. C'est ce que disait Lazare Carnot, le meilleur de la Révolution française. Et c'est le moment que ce meilleur réapparaisse dans notre histoire, et c'est le sens de notre bataille aujourd'hui, avec des ennemis clairement désignés, qui est cette oligarchie financière, et une base qui est celle, tous ceux qui sont les victimes de cette oligarchie, et qu'il faut organiser pour que non seulement ils ne sont plus victimes, mais qu'ils soient une part dans un monde nouveau, à renouveler, à refonder, un monde à réparer, c'est encore une image du judaïsme, mais qu'on doit refonder, et surtout en pensant ce que disait le courant du socialisme jaurétien, le courant du christianisme social, le courant du gaullisme de résistance, le courant du radicalisme d'un Médès France, réunir cela pour redonner à la France cet état d'esprit nécessaire avec les conditions
et dans l'esprit de la jeunesse aujourd'hui, dans ses termes et avec sa façon de penser. C'est ça le grand défi que nous devons relever. Je vous demande de nous aider, parce que c'est indispensable.